Place maintenant au Dimanche Magazine. Je vous le disais en début de journal, nous parlons aujourd'hui AGOA et il est de nouveau avec nous le directeur général adjoint de l'APEXI, M. Gérard Amongwa. Il est là pour nous parler donc des retombées de l'AGOA. L'AGOA qui s'est tenue récemment ici même à Abidjan, c'était du 4 au 6 août dernier au Sofitel Hôtel Ivoire. Monsieur le directeur général adjoint, première question, l'AGOA pour le citoyen lambda, qu'est-ce que c'est? Merci, madame. Pour le citoyen lambda, puisque nous sommes regardés quand même à travers l'Afrique, et je dirais à travers le monde, l'AGOA, c'est une loi américaine qui a été promulguée par le Congrès américain pour aider, pour accompagner les pays africains au sud du Sahara dans leur quête de développement et de lutte contre la pauvreté. Pour dire simplement, si nous avons des produits que nous fabriquons dans nos différents pays en Afrique, nous avons la possibilité de les exporter sur le marché américain sans droit de douane et sans quota. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de limite. Donc c'est un marché vaste qui permet à nos pays d'engranger des revenus d'exportation pour aider au développement de leurs économies. D'accord. Un marché vaste qui s'est ouvert depuis 2000. Oui. Et la Côte d'Ivoire est éligible depuis combien d'années maintenant? Il faut dire que la Côte d'Ivoire a connu un statut d'éligibilité pendant 2 ans, depuis 2002 jusqu'à 2004, et puis ensuite s'est retrouvé inéligible de 2005 à 2011. Donc nous avons été à nouveau admis dans la liste des pays éligibles depuis 2011 à ce jour. D'accord. Alors, première organisation pour la Côte d'Ivoire, première organisation du forum de l'AGOA, après donc le Togo. Est-ce que vous êtes satisfait de votre organisation? 1000 participants, plus de 1000 participants, 35 pays africains. Bon, je ne dirais pas de temps en autosatisfaction, mais je veux dire que nous avons des chiffres qui prouvent que cette édition a été très bien organisée. On peut revenir sur bien ces entendu. chiffres. Bon, nous avons, sur 39 pays éligibles, nous avons 36 pays qui ont été représentés par le ministre du Commerce. Nous avons environ 1300, je crois que le ministre du Commerce l'avait dit. Mais je voudrais, si vous permettez, dire un petit mot pour remercier d'abord le ministre du Commerce, qui est un des vice-présidents du comité de pilotage, et dire aussi que le Premier ministre, sous sa houlette, a mis en place ce comité national d'organisation dont nous faisons partie, l'APEXI. C'est pour cela que je suis sur le plateau, puisque je suis en même temps porte-parole et président du comité scientifique. D'accord. Alors, on peut le dire, vous l'avez dit tout à l'heure, Paris réussit pour la Côte d'Ivoire, pour cette première organisation, peut-être même la dernière, la seule. On en parlera tout à l'heure. En tout cas, je vous propose, avant de continuer notre entretien, de suivre avec moi cet élément. Le 18e forum de l'African Growth Opportunity Act, AGOA, ouvert du 4 au 6 août dernier à Abidjan, était une première pour la Côte d'Ivoire depuis la promulgation de cette loi américaine en 2000. Cet important événement a permis d'avoir tous les projecteurs du monde braqués sur la Côte d'Ivoire durant 3 jours. 36 pays sur les 39 éligibles étaient présents. 1100 participants ont pris part aux sessions et panels, dont 300 experts de la délégation américaine, ainsi que des membres de la société civile et du secteur privé. Les échanges ont été francs et directs entre les acteurs afin de trouver des solutions pour une meilleure implication des PME africaines. Lors des différentes sessions, les experts ont fait le point de la mise en œuvre de la stratégie nationale AGOA des pays éligibles en termes de diagnostic et d'insuffisance. En outre, il a été question de la nouvelle approche que les pays africains éligibles devraient adopter par rapport à l'optimisation de l'outil AGOA dans les 6 prochaines années. Tout au long des échanges, l'après-AGOA a été évoqué, notamment sur la nouvelle politique commerciale et d'investissement des États-Unis vers l'Afrique, avec de nouveaux instruments comme le BULT Act, le Prosper Africa, le MCC régional, mais également le DFC. Il faut le dire, le forum AGOA d'Abidjan a relevé le pari de l'organisation et celui de la mobilisation. Mais au-delà du satisfecit, l'édition d'Abidjan restera gravée dans les annales car elle marque le début d'une nouvelle ère dans les échanges commerciaux entre les États-Unis et l'Afrique. Pari de la mobilisation donc réussi, mais de quoi est-ce qu'on a parlé concrètement pendant ces 3 jours? Je crois que le reportage est assez clair sur la mobilisation. Effectivement, à l'époque, c'était 1100, mais lorsque nous avons fait le décompte avec tous les responsables d'organisation, nous sommes arrivés à 1300. Donc 300 du secteur privé,
250 de la société civile et bien entendu les 300 membres de la délégation américaine plus les responsables des différentes délégations d'Afrique et des institutions invitées, notamment l'Union africaine, la CEDEAO et toutes les communautés régionales. Forte mobilisation pour parler concrètement de quoi? Quels sont les points qui ont été concrètement soulevés sur place? Bon, d'abord, il faut parler du thème lui-même. Le thème, c'est l'AGOA et l'avenir. Comment développer un paradigme nouveau commercial pour orienter les investissements et le commerce entre l'Afrique et les États-Unis. Vous imaginez bien que c'est un thème très évocateur puisque nous sommes dans un contexte évolutif aujourd'hui où les États-Unis ont adopté une autre attitude, une autre posture en matière des relations internationales. Et donc l'Afrique fait partie de cet ensemble économique. Et c'était bien entendu avec l'accord de la partie américaine, puisque c'est la Côte d'Ivoire en tant que pays abritant le 18e forum qui a fait cette suggestion et qui a eu, disons, l'accord des autorités américaines pour que ce thème soit retenu. Donc sur ce point, il y a eu, le format est très simple. Vous avez d'abord une réunion des experts qui sont en charge des études et des recherches sur les questions et les problématiques touchant aux relations entre les États-Unis et l'Afrique. Ensuite, une autre réunion consultative au niveau ministériel des pays africains et bien entendu le forum ministériel lui-même. Mais en dehors de ces 3 points que je viens d'évoquer, il y a également des événements éclatés. Vous avez le forum du secteur privé et le forum de la société civile. Parce que dans le dispositif AGOA, nous avons 3 parties prenantes. Nous avons les gouvernements, nous avons la société civile et le secteur privé. Et c'est à cela qu'on retrouve vraiment toutes les conditions qu'il faut pour que les débats soient beaucoup plus inclusifs. Donc c'est ce qui s'est vraiment passé. Les thèmes, vous l'avez dit, hein, il y a eu d'abord un rapport de mi-parcours qui a été élaboré à Washington, puisque comme notre pays abrite justement le 18e forum, l'ambassadeur de Côte d'Ivoire aux États-Unis en assurait la présidence de ce comité. Donc il y a eu un rapport à mi-parcours qui a vraiment fait le point des recommandations de l'année dernière. Et ce point a été présenté justement aux experts le 3 août, au ministre le 4 août, et ensuite au forum ministériel vis-à-vis du ministre du Commerce et du Congrès américain et des autres parties prenantes qui ont été invitées. Donc ces points, on les connaît, hein. Il reste 6 ans. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut appréhender justement les 6 prochaines années en matière de mise en œuvre de l'AGOA, puisque après on ne sait pas ce qui va se passer. Mais justement, avant d'appréhender l'après-AGOA, on pourrait peut-être parler des retombées aujourd'hui. Est-ce qu'à ce jour, vous avez fait des recommandations? Est-ce qu'à ce jour, on peut dire qu'on a suffisamment bénéficié de cette main tendue de l'Amérique? Bon, c'est une question très, très intéressante dans la mesure où, pour certains pays, il y a eu des retombées très significatives. Lesquelles, par exemple? Je ne vais pas tellement les citer, mais vous avez le Kenya, Kenya, l'Éthiopie, par exemple, dernièrement, l'île Maurice, le Lesotho, par exemple, le Ghana un tout petit peu, la Côte d'Ivoire aussi, pourquoi pas, il faut le dire. Et il y en a d'autres qui n'ont vraiment pas pleinement profité. Bon, parce que bon, il y a des problèmes, et ce sont ces problèmes-là qui ont été analysés, notamment la capacité de l'offre par rapport à la demande, parce que vous savez, le marché américain est très vaste. Il y a également des pays qui n'ont pas élaboré de stratégie, parce qu'il reste 6 ans, il faut élaborer une stratégie. Heureusement que la Côte d'Ivoire a élaboré une stratégie. Et il y a, disons, l'intérêt du secteur privé lui-même en Afrique. Et c'est un appel qui a été lancé justement lors des recommandations aux sociétés exportatrices en Afrique d'aller sur ce marché parce qu'il ne reste que 6 ans. Et justement, la Côte d'Ivoire a sa stratégie nationale. Est-ce qu'elle fonctionne? Ah oui, elle fonctionne, puisque, vous savez, dans la stratégie, il y a 2 aspects. Il y a l'aspect institutionnel, c'est-à-dire que nous avons des relations bilatérales avec les États-Unis, donc il faut pouvoir les maintenir. Et pour pouvoir les maintenir, il y a des critères politiques, notamment les critères qui portent sur l'état du droit, sur les droits politiques,
sur un certain nombre de problématiques qui touchent également aussi à certains critères qui ont été mis en place par le programme du MCC, le Millennium Challenge Corporation. Et d'ailleurs, vous savez que nous avons signé justement l'accord de mise en œuvre le même jour, l'après-midi, à Abidjan, en marge du forum. Et donc, il y a d'abord l'aspect institutionnel qui porte sur, si vous voulez, l'amélioration de l'environnement des affaires. Et depuis donc, quelques années, la Côte d'Ivoire est une destination privilégiée des investisseurs, surtout des investisseurs américains. Et d'ailleurs, lors du dernier forum, CEO Forum à Kigali, la Côte d'Ivoire, dans l'index d'attractivité des investissements directs à l'étranger en Afrique au sud Sahara, a été classée première. Il y a également le Doing Business où nous faisons des efforts. Nous avons évolué en étant un peu plus à la 122e place. Donc il y a des efforts qui sont entrepris pour que ces réformes puissent créer justement un environnement d'affaires favorable. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est sur le plan commercial. Bon, sur le plan commercial, comme vous l'avez dit, on a une stratégie nationale. Nous sommes aujourd'hui à hauteur de 1,162 millions de dollars, à peu près 586 milliards de francs CFA. Et nous espérons qu'avant la fin donc, de cette loi, 2025, nous doublions justement ce niveau qui va atteindre 3,5 milliards de dollars. Et pourquoi? Parce que nous avons un potentiel qui n'est pas exploité du tout. Vous savez, nous avons, dans le cadre du PND, décidé au niveau du gouvernement, au niveau du secteur privé, de favoriser la transformation des produits de base. Et donc, nous avons une progression qui peut nous permettre d'accroître notre valeur ajoutée tout en structurant nos chaînes de valeur. Parce que les chaînes de valeur aussi doivent être celles-là qui puissent permettre de créer justement cette production pour ces marchés qui sont comme ceux des États-Unis d'Amérique. Voilà. D'accord. Alors, nous avons les moyens de le faire, nous ne le faisons pas. Qu'est-ce qui coince? Non, pas que nous ne le faisons pas, nous le faisons. Nous ne le faisons pas assez. Ben, écoutez, nous ne le faisons pas assez. Nous le faisons parce que nous avons quand même des structures qui existent. Il y a des ministères techniques qui accompagnent les PME, par exemple. Aujourd'hui, nous avons un ministère en charge du commerce et de l'industrie. Tant mieux. Nous avons des structures comme l'APEXI, où je suis, où nous travaillons tous les jours avec des exportateurs. Je viens d'appeler, même avant de venir à cette émission, je viens d'appeler un exportateur qui fait de la transformation du cacao. Ce jeune homme-là, il vend, et même dans les aéroports d'Abidjan. Abidjan, il en vend. Il est actuellement même à San Pedro. Il est suffisamment encadré. Il est encadré, mais il faut un peu plus. C'est-à-dire qu'il leur faut des rudiments en matière de commerce international. On ne peut pas aller partout. Absolument. Donc, il faut des niches de marché. Il faut trouver des réseaux d'affaires. Il faut trouver des clients. Donc, il faut être accompagné. Très souvent, on parle de moyens financiers. Je pense que ce n'est pas là le problème. Le problème, c'est vrai, il existe. Mais lorsque vous avez un bon produit qui respecte les normes et que vous avez des contacts, des réseaux et des clients, nous pensons que cela peut permettre d'atteindre votre objectif. D'accord. Alors, vous avez parlé des produits, vous avez parlé du cacao. Quels sont, dans le cadre de l'AGOA, sur les 6000 produits éligibles, quels sont les produits que nous, Côte d'Ivoire, nous mettons en ce moment en valeur? Bon, nous avons en majorité des produits de base qui sont soit transformés ou semi-transformés. Quand vous prenez le cacao, il y a la pâte de cacao, il y a le beurre de cacao. Quand vous prenez les noix, il y a des noix qui sont décortiquées, il y a des noix qui sont semi-grillées, quand je pense aux noix de cajou par exemple. Quand vous prenez du bois débité, quand vous prenez des produits de caoutchouc, vous avez déjà une première transformation, mais il faut aller au-delà. Et très souvent, ces possibilités-là ne sont pas offertes à nos opérateurs parce qu'ils n'ont pas en face d'eux des partenaires qui peuvent créer justement ce saut qualitatif. D'accord. On le voyait tout à l'heure sur ces images, on voyait des images de karité. Oui. Ça fait partie des produits? Oui, le karité fait partie déjà des produits prioritaires pour la stratégie nationale AGOA. D'accord. Mais si vous voulez, on revient sur la stratégie nationale d'exportation elle-même, qui porte sur 6 secteurs prioritaires, qui sont, comme je l'ai dit, le caoutchouc,
le textile, là, on a oublié, le karité, les tubercules et dérivés. On pense au manioc, par exemple, il y a d'autres tubercules, il y a le taro, il y a tout cela. Il y a également les fruits tropicaux, par exemple, sur lesquels je pense que nous avons la possibilité aujourd'hui, avec les nouvelles dessertes qui se mettent en place, pouvoir exporter cela soit par voie aérienne, surtout, mais nous avons aussi également la possibilité d'une desserte maritime qui va se mettre en place bientôt. D'accord. Et pourquoi juste ces 6 produits? Ben, si vous voulez, il faut faire un choix. Il faut faire un choix. Et c'était quoi les critères de choix pour ces 6 produits? Ben, c'est le potentiel. C'est le potentiel. Bon, on a également, ça c'est pas dit, mais c'est sous-entendu, le cacao, bien entendu, je ne l'ai pas cité. Le cacao, c'est une spéculation particulière qui nous permet aujourd'hui d'être le premier producteur mondial sur la place, et puis ensuite être le premier exportateur au niveau des États-Unis. Donc le cacao ivoirien est très prisé aux États-Unis. Mais il faut pouvoir trouver justement des partenariats pour accroître la valeur ajoutée. Je crois que dans le plan national de développement 2015 et 2020 qui prend fin très bientôt, et dans le prochain plan, la transformation industrielle de notre économie est de mise. Et cela va nous donner une marge de progression qui pourrait nous permettre d'accroître justement cette valeur ajoutée. D'accord. Alors, la question revient souvent, donc on va revenir sur cette question. Parlant justement du karité, c'est une matière première très prisée aux États-Unis, on le sait, dans le domaine pharmaceutique, également dans le domaine cosmétique. On en a ici. Est-ce que les producteurs qui sont en majorité des femmes, est-ce que ces producteurs-là sont suffisamment encadrés pour exploiter au mieux ce marché, cette main tendue, ce marché américain? Disons, il y a des efforts d'encadrement qui sont déployés, mais il faut aller encore plus loin parce que ces marchés-là, comme je vous l'ai dit, sont des marchés très concurrentiels. Il faut que le niveau de qualité soit à la hauteur, il faut que les normes soient respectées, et c'est pour cela que dans la nouvelle vision de l'administration actuelle, il est question de développer de nouveaux outils. On n'en a pas parlé, par exemple, on va en parler. Mais il est question de développer de nouveaux outils pour accompagner justement le secteur privé. D'accord, on en parle très rapidement, très rapidement. L'après-AGOA, ce sera dans 6 ans. Vous avez parlé de nouveaux outils. L'après-AGOA, vous l'appréhendez comment? Très rapidement. Au niveau de la Côte d'Ivoire. Au niveau de la Côte d'Ivoire. Au niveau de la Côte d'Ivoire, je crois que nous avons déjà fait une réflexion dans le D'accord. cadre de l'élaboration de notre stratégie AGOA jusqu'à 2025. Nous en avons parlé parce que si nous arrivons à exporter de maintenant jusqu'en 2025 et qu'il n'y a plus de dispositions préférentielles, nous sommes déjà outillés, vous comprenez. Et mieux, nous avons une nouvelle donne, c'est que nous avons également la possibilité d'accroître notre valeur ajoutée. Et c'est pour cela que nous sommes optimistes dans la mesure où l'objectif que nous avons fixé peut être un objectif réalisable, mais on peut aller au-delà de cet objectif. D'accord. On peut aller au-delà, c'est ce que vous vous attelez à faire certainement à l'APEXI et au niveau même de l'État. Vous l'avez compris, le temps qui nous est imparti est terminé. Ce magazine est terminé, le journal également. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain, même heure.